voici de retour dans l'amphithéâtre pour nous pencher, messieurs, dames, sur le parcours d'excellence d'une très grande championne. En effet, elle compte notamment, écoutez bien, 22 titres de championne du monde et 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Elle est devenue l'icône du ski handisport. De ses premières glissades à sa fin de carrière sur les pistes, on va revenir sur l'itinéraire d'un parcours d'excellence. Celle que l'on surnomme la Reine des Neiges est avec nous aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Marie Bochet. Bonjour Marie Bochet, bienvenue au centenaire du Snell. Bonjour, merci pour votre accueil. Marie, avec vous, on va revenir sur ce parcours incroyable depuis la petite Marie que vous étiez jusqu'aux multiples titres et même après. Et c'est un parcours qui débute finalement dès la naissance avec une agénésie de l'avant-bras gauche. Comment finalement votre famille accueille cette nouvelle ? Il y a quelques années maintenant. Oui, il y a quelques années, effectivement. Alors, je suis arrivée dans une famille en fait, qui a eu la chance de connaître ce handicap avant ma naissance, parce qu'il faut savoir que les agénésies, souvent, sont découvertes au moment de la naissance. Souvent, on considère que le bras est caché derrière le dos de l'enfant ou autre. Et donc, moi, ils l'ont vu, que j'avais ce petit bras un petit peu différent sur une échographie. Et s'en sont suivis du coup une batterie de tests assez poussée parce que du coup ils voulaient savoir s'il n'y avait pas eu d'autres malformations, voilà, si c'était pas une conséquence d'une autre. Et au final, ils ont été presque soulagés d'apprendre que finalement il n'y avait que ce petit bras. Et donc ils ont eu le temps de faire le deuil de l'enfant parfait quelque part avant mon arrivée. Et du coup, je suis arrivée dans un contexte familial et un entourage qui était préparé et qui était disposé à m'accueillir comme un petit enfant normal. Et j'étais la quatrième d'une fratrie assez costaude. Et donc, voilà, j'ai rapidement dû prendre le pli et suivre le rythme de mes grands frères et sœurs. Ouais. Et en plus, vous devenez très rapidement, si ce n'est dès le début, une enfant parfaite. On va le voir avec ce parcours d'excellence. Et puis, vous le disiez, une famille avec 4 enfants, on n'a pas le temps finalement aussi de s'apesantir. Non, effectivement, je pense que ça aurait été un petit peu différent si j'avais été peut-être la première. J'aurais peut-être été un petit peu plus coucounée. Alors, il ne faut pas dire que mes parents n'ont pas pris soin de moi. Mais forcément, j'ai suivi un petit peu mes grands frères et sœurs. Et puis, on est né dans une famille d'agriculteurs aussi. Mes 2 parents sont agriculteurs. Et je pense que dans ce milieu-là, quand même, on a l'habitude de faire un peu avec ce qu'on a. Et puis on avance, quoi. On n'a pas vraiment le choix. Donc, moi, je viens du Beaufortin, on est dans la zone Beaufort, donc c'est des agriculteurs de... A priori, il y a quelques Savoyards par là. Il y a les Savoyards, ils sont là. Et donc voilà, forcément, dans un environnement où il faut avancer, quoi, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Et donc moi, j'ai tout appris avec ces 6 doigts, et puis je crois que j'étais la première de mes frères et sœurs à savoir faire mes lacets. Donc voilà, mes parents m'ont pas offert de chaussures à scratch, quoi. C'est un petit peu la définition de la relation que j'ai eue avec eux. C'est pas qu'ils, voilà, ils n'ont pas... je dirais qu'ils n'ont pas voulu me simplifier, enfin en tout cas me surprotéger. Ils m'ont laissé aussi trouver mes propres adaptations et je pense que je peux les remercier aujourd'hui parce que du coup ça a développé chez moi un certain esprit créatif et peut-être un petit peu combattant. Ouais. On parle des enfants, mais effectivement les parents ont aussi un vrai rôle dans chaque parcours de chaque enfant. Alors vous montez sur les skis comme d'autres font de la danse ou du foot. Alors qu'est-ce qui fait qu'on choisit le ski dès le plus jeune âge ? Au-delà d'être savoyarde, peut-être. Ouais, ça aide. Tout ça, en fait. Ça aide vraiment. Donc moi, j'ai grandi dans le Beaufortin. C'est une petite vallée qui est juste au-dessus d'Albertville. Et en fait, il y a 3 stations de ski à 20 minutes. Donc forcément, c'est assez naturellement qu'on nous met sur les skis. Et puis, c'est surtout le sport scolaire, en fait. On nous emmène sur les skis avec l'école. Donc à l'âge de 3 ans, je pense que j'ai chaussé mes premiers skis et je suis allée au jardin d'enfants, comme tous les enfants. Et derrière, soit tu suis le parcours classique de l'ESF, soit tu peux aussi prendre une licence en club. Et donc là, moi, j'ai suivi encore une fois mon grand frère qui est rentré dans un club de sport. Et alors, comment finalement se déroule la découverte de cette pratique avec cet handicap ? Quand on est tout petit, comment ça se passe ? Assez simplement, parce que je ne sais pas si vous avez commencé le ski récemment quand vous étiez enfant, mais en tout cas, on commence sans bâton. Le ski, c'est quand même un sport à la base. Déjà, on vous apprend à glisser sur ces 2 planches qui sont vissées à vos pieds, et les bâtons, ils viennent plus tard. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé le ski, j'étais comme tous les enfants. Je touchais un peu moins mon genou gauche, du coup, mais j'arrivais quand même à mettre les mains sur les genoux et puis à glisser. Donc finalement, les premiers pas sur les skis n'ont pas été forcément compliqués. Et en tout cas, il n'y a pas eu de difficulté
différence à ce moment-là. Ouais. Ouais, alors on continue dans ce parcours, on reste dans la jeunesse avec cette petite Marie là qu'on voit sur la photo. Rapidement, vous découvrez, et les autres aussi, que vous êtes finalement à l'aise sur les pistes. Et il faut dire qu'au-delà des compétences certaines, il y a aussi l'entourage qui est là, pour qui ce n'est pas un problème en fait, le handicap. Et ça, c'est important. Oui, complètement, parce que en fait, mes premiers pas sur les skis, je les ai faits du coup dans la station des saisies. Et j'ai rencontré Jean-Michel Berthaud, mon tout premier moniteur. Et en fait, Jean-Michel Berthaud, c'est mon voisin qui habite dans le même village que moi, et j'ai à peu près le même âge que ses enfants. Et en fait, Jean-Mi, il me connaît depuis que je suis née, et donc il connaissait mes parents aussi. Et donc ce handicap, lui, il l'avait comment dire, apprivoisé, et donc en fait j'étais une enfant comme une autre. Il me voyait à l'école quand il venait récupérer sa fille, et donc pour lui il n'y avait pas vraiment de questions en fait à se poser au moment de mon intégration dans le cours de ski. Et je pense que ça ça fait un petit parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur ma famille, sur mes parents, mais finalement d'avoir grandi aussi dans une petite vallée où tout le monde se connaît, je pense que ça m'a aussi permis d'évoluer, parce qu'il n'y a pas eu ces regards interrogateurs dans mes premières années de vie, parce que en fait j'étais juste entourée par des gens qui me connaissaient et des gens qui m'accompagnaient comme on accompagne tous les enfants. Et donc Jean-Mi, c'est pas du tout posé de questions. Il a vu que j'étais dégourdie, et donc au moment où j'ai demandé à rentrer au club, bien sûr qu'il m'a accueilli bras ouverts, du coup pour le mauvais jeu de mots, mais en tout cas il m'a accueilli bien volontiers dans ce groupe, et il n'a pas fait de différence. Et ça, c'était hyper important, je pense, pour mes premiers pas dans ce sport-là. Alors ça, c'est sur les pistes. Mais comment ça se passe à l'école? Il y a quelques instants, on parlait notamment de l'accessibilité à l'école. Comment ça se passe justement il y a quelques années? Peut-être qu'il y avait peut-être moins de choses. Alors après, pour accompagner, tout ce que moi je vous dis sur le handicap concerne ma propre expérience, et j'ai un handicap qui est quand même assez léger. Donc en termes d'accessibilité, d'intégration dans les établissements ou dans les pratiques sportives, finalement il y avait pas forcément besoin d'une grande adaptation, si ce n'est l'acceptation un petit peu du corps professoral. Finalement, les difficultés, elles sont venues un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à solliciter les sections sportives, où en fait il y avait une notion de sélection, mais je crois qu'on va y revenir effectivement. Donc je vais pas trop loin, sinon je vais cueillir les questions d'après. Merci Marie. mais voilà, en fait, encore une fois, j'ai été à l'école dans mon petit village, et puis après le collège était juste dans la vallée aussi. Donc finalement, je crois qu'il n'y a pas vraiment une question. Et puis je pense qu'on m'a laissé me dégourdir, en fait. Je pense que à la maison comme à l'école, on m'a laissé faire mes expériences, toujours avec bienveillance et accompagnement, mais je pense qu'on m'a aussi laissé trouver mes solutions, parce qu'en fait, je pense que le gros risque, quand on accueille la différence dans un établissement, ou qu'on accueille la différence dans une entreprise, c'est de vouloir s'adapter à cette différence. Et finalement, souvent, on se rend compte que les personnes avec des handicaps ont des solutions en eux et ont leur façon de faire certaines choses, et que ça fonctionne aussi très bien. Et ça, c'est inspirant pour les chefs d'établissement que vous êtes aujourd'hui. Alors justement, vous parliez du collège. Vous rentrez au collège et vous débutez la section ski, comme d'autres débutent une section foot. Et arrive ensuite le moment d'intégrer le pôle France. C'est une nouvelle étape. Et tout n'est finalement pas simple. Expliquez-nous. Alors le collège, ça s'est fait assez simplement, et en fait mon entrée en 6e a correspondu aussi à ma première licence à la Fédération Handisport. Donc jusque-là, j'ai évolué dans le milieu valide, dans le ski valide. Donc on a deux fédérations différentes, la FFS qui s'occupe du ski valide, et la FFH, Fédération Française Handisport, dont vous avez peut-être entendu un petit peu parler pendant les Jeux de Paris, en fait, qui s'occupe de pas mal de disciplines parasportives, dont le ski. Et en fait, moi, jusque-là, je faisais le circuit classique des enfants valides, les petites courses de club, de district. Et en fait, à mon entrée au collège, j'ai eu ce contact avec la Fédération Handisport, et donc j'ai découvert un milieu assez merveilleux, qui est le milieu du ski handisport. Et en fait, j'ai découvert là une grande famille, et j'avais 11-12 ans quand on rentre en 6e. Et en fait, j'étais à mon entrée d'adolescence, et où là, peut-être, je pense que l'acceptation de la différence aurait pu commencer à être un petit problème. Je pense que l'acceptation de mon corps, du regard des autres, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Puis finalement, j'ai découvert, en entrant dans le milieu du handisport, d'autres personnes avec d'autres histoires de vie, avec d'autres handicaps, avec d'autres corps différents, et je pense que moi, ça m'a permis de prendre du recul un petit peu sur mon expérience personnelle, et puis d'accepter aussi ma propre différence. Donc ça a été
très important. Et au-delà du reste de la carrière que m'a apporté cette première licence, je pense qu'elle m'a apporté surtout cette acceptation assez essentielle à ce moment-là de la vie. Et donc, j'ai intégré la section sportive du collège à ce moment-là avec un projet du coup paralympique et plus forcément olympique. Donc là encore, c'était le collège de ma vallée. Donc ça, c'était assez simple. Mais par contre, c'est au moment où j'ai voulu intégrer le pôle France du lycée, où là, ça a été plus compliqué parce que du coup, ce pôle France, il était géré par la FFS, donc la fédération valide. Et donc, avec un projet paralympique, ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait qu'on fasse, quoi. Ça sortait un petit peu de de leur certitude et puis de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'on va le rappeler, vous devenez alors la première athlète handisport à intégrer le pôle France. Alors, il a fallu, c'était pas de leur faute, mais effectivement, c'était un peu nouveau pour eux. Donc, il a fallu peut-être les rassurer. Comment ça s'est passé ? Il a fallu discuter. Alors moi, j'ai été un petit peu protégée à ce moment-là, et c'est plutôt mon entourage, justement mes entraîneurs du moment, ma famille, et puis les fédérations qui ont discuté ensemble. Moi, j'ai été un peu moins protégée après. Mais à ce moment-là, en fait, les échanges se sont plutôt faits entre professionnels, du coup, entre les personnes qui avaient l'habitude de m'entraîner, qui avaient l'habitude de s'occuper de moi et de me préparer physiquement et sur les skis. Il y a forcément eu aussi des questions financières, parce que du coup, les prises en charge n'étaient pas les mêmes. Mais il a fallu rassurer. En fait, je crois que le gros souci avec la différence, c'est la méconnaissance. Et en fait, c'est ça qui fait peur. Et du coup, à ce moment-là, ils avaient un petit peu peur que je déstabilise un petit peu l'équilibre de la structure, que je déstabilise la génération qui rentrait au lycée avec moi. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans cette section, en fait, le pôle France, c'est la section élite pour le ski alpin. Donc, il y a 15 enfants qui sont sélectionnés en seconde et qu'on amène, alors qui soit arrêtent en cours de route, parce que forcément, c'est un cursus sportif. Donc, des fois, il y a aussi des blessures qui arrêtent en cours de route, qu'on amène jusqu'au bac en 4 ans. Et donc, c'est les 15 meilleurs dossiers sportifs et scolaires. Et donc, il y a une sélection qui est très dure et il y a beaucoup d'attentes sur cette génération. Et il faut savoir que c'était la génération du coup 94 et que pour ceux qui suivent un petit peu le ski, les athlètes 94, c'est des Cyprien Sarrazin, c'est des Nils Alleg, des Clara Direz. C'est des athlètes aujourd'hui qui sont en Coupe du Monde et qui gagnent des Coupes du Monde sur les courses en ce moment. Donc c'était une grosse génération. Des graines de champions, quoi. Ouais, donc ça c'était vraiment une très grande génération et qui en plus du coup est devenue une très belle génération pour la fédération. Et donc en fait à ce moment-là, la question c'était de se dire est-ce qu'on laisse une place pour Marie, et du coup ils en ont ouvert une. Donc on était 16 cette année-là. Et ils se sont fait confiance, ils m'ont fait confiance et on a pas mal échangé. Je crois que c'est vraiment la clé. Tout à l'heure on parlait de l'intégration des personnes en situation de handicap. Je pense que le tout en fait c'est d'échanger, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés, d'avis préconçus, alors qu'au final on s'est rendu compte tous ensemble qu'on arrivait à faire pas mal de choses et que finalement moi j'étais pas en compétition avec les autres. Et du coup, ça a amené aussi quelque chose d'un petit peu différent dans la relation que j'ai eue avec les filles, notamment, qui étaient avec moi dans cette génération. C'est ça, c'était presque finalement un plus que vous y soyez. En avec tout cas, je me suis entendue dire la première semaine donc, de cette intégration. Donc, on était à l'école le matin jusqu'à 14h et après, on était en préparation physique pendant 4 heures. On était, ça vous intéresse peut-être parce que vous êtes du coup chef d'établissement. Donc il y a effectivement des cursus un petit peu particuliers où nous en fait on allait à l'école juillet, août pour pouvoir être libérés l'hiver. Donc on avait un rythme qui était quand même assez costaud. On avait quand même des devoirs à rendre l'hiver aussi. Mais du coup on avait c'était quand même un choix d'aller là-bas dans ce lycée. Donc à la fois j'étais pas très bien accueillie et en même temps moi j'avais quand même quelques doutes parce que du coup ça m'éloignait aussi de cette vie d'alpagiste qu'on avait depuis toute petite dans ma famille. Donc ouais, ça n'a pas été un choix qui a été si évident. Mais donc du coup, pour revenir à la première semaine, je me suis quand même entendu dire bon, t'as pris, mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit ça va être long. 4 ans, et puis en plus c'était du coup le début de l'été. J'avais passé mon brevet le mercredi, j'avais fini le brevet le mercredi midi et j'étais à l'internat le mercredi soir. Enfin, ça avait été assez c'était engageant quand même. Enfin, à ce moment-là, quand on prend ce genre de décision, il faut quand même être sûr de soi. Et 4 ans plus tard, du coup, on a fait le bilan de cette scolarité et on m'a dit que si c'était à refaire, ils le referaient avec plaisir, et ils l'ont refait depuis parce qu'il y a Arthur Bauchet, un jeune de l'équipe, un jeune qui est déjà un peu moins jeune maintenant, mais qui est passé par là aussi, et ça a été un petit peu plus facile pour lui. Donc ça c'est une belle fierté aussi d'avoir ouvert cette porte-là, en tout cas d'avoir prouvé que c'était possible.
Osez faire confiance aux jeunes, forcément, ça vous parle, messieurs, dames. Et puisqu'on est devant des chefs d'établissement, Marie, quel élève vous étiez? Est-ce que vous rendiez bien vos devoirs? Alors j'avais un petit peu du mal à rendre mes devoirs l'hiver, je l'accepte aujourd'hui, je l'avoue. Mais j'étais une élève très studieuse, j'ai eu mon bac avec mention très bien, bac ES. Ça va. Donc non, j'étais très studieuse, mais parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans ce que je fais. Et puis en fait, c'était aussi une condition pour cette section. On rentre sur le ski, évidemment, mais on rentre aussi sur les conditions scolaires, parce qu'il faut du coup qu'on arrive à suivre des rythmes qui sont un petit peu différents. Et c'est une section, du coup, où on est un peu privilégié, parce qu'on est 15 enfants par classe, 15 élèves par classe. Et en plus, donc ça, c'est en seconde. Et puis après, on divise, parce qu'il y a... Alors à l'époque, ça a changé, bac ES et bac S. Donc moi je crois que j'étais en terminale, on était 12 ou 13 par classe. Donc on est quand même vraiment privilégié. Et donc il y a souvent des 100% de réussite au bac dans cette section. Je crois que depuis quelques années, c'est plus forcément tout à fait le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est une condition. Ouais. Donc forcément, on avait et la pression sur la préparation sportive et les résultats sportifs, mais aussi sur le scolaire. Et ouais, moi j'avais encore plus de pression parce qu'il fallait que je sois vraiment bonne partout pour justifier cette place, quoi. Pour prouver. Non, j'étais assez scolaire et studieuse. Ouais. Ouais, malheureusement, effectivement, pour prouver. Alors, au quotidien, comment se traduisait votre emploi du temps au Pôle France, au-delà des cours? Une partie avec les valides, une partie avec... Oui, donc là, ma préparation physique était 100% réalisée par les équipes du lycée. Donc on avait donc des professeurs de l'éducation nationale en cours, mais après c'était des entraîneurs de la fédération, des entraîneurs physiques qui nous préparaient les après-midi. Et par contre sur les skis, j'étais rattachée à la fédération française handisport, donc des fois avec des calendriers qui collaient pas toujours non plus avec le calendrier du lycée, donc fallait pas mal jongler. Donc des fois il y a des semaines où moi je partais au ski parce que la fédération handisport partait, et du coup je rattrapais les cours. Donc ouais, ça a été assez intense quand même. Mais en même temps, voilà, on était privilégiés parce qu'on était dans des petites classes, donc on avait les professeurs qui étaient aussi disponibles pour nous. Donc ouais, ça aide forcément aussi à réussir à suivre. En tout cas, il y avait vraiment et il y a toujours quand même cette condition de réussite scolaire dans ces sections-là, parce qu'on sait aussi la fragilité d'une carrière. Ça peut aussi s'arrêter avant même le bac. Donc c'est aussi important d'avoir ce double projet à ce moment-là pour pouvoir derrière se réinsérer facilement dans les études. Ouais. Mais alors, pardon, mais comment on gère cette pression alors qu'on est tout jeune? Il faut être bon partout. En plus, là, il y a presque 2 calendriers qu'il faut suivre. À l'époque, est-ce qu'à un moment, vous dites je vais arrêter, je suis jeune et j'ai autre chose à faire? Comment on gère ça? Alors oui, je me suis posé la question. Mais surtout la première année, en fait, parce que du coup, c'était du coup pas évident, et je sentais que ça commençait aussi à... En fait, ça te recercle sur un cercle d'amitié un peu restreint, parce que du coup, tu vis en fait toujours avec les mêmes personnes, parce que tu as le même rythme qu'eux, donc c'est beaucoup plus simple. Donc ça t'éloigne un peu de ta famille, de tes amis qui sont pas forcément dans le même moule. Mais moi, j'avais quand même la chance, du coup, d'être déjà en équipe de France. Et en fait, je suis rentrée au lycée en 2009, en juillet 2009. Et il y avait les Jeux de Vancouver en 2010. Et j'étais en lice pour être sélectionnée. Donc, en fait, moi, j'avais un projet paralympique qui était déjà assez avancé. Et donc, je trouvais mes motivations et ma volonté dans ces objectifs-là, quoi, les objectifs, du coup, de Vancouver en 2009 et puis de Sochi en 2014, en sachant que j'ai passé mon bac en 2013. Donc voilà, j'étais un peu dans un créneau paralympique qui fait que du coup tu avances, c'est pas que tu réfléchis pas, mais tu avances avec un objectif qui est quand même assez sympa, quoi. Oui, c'est ça, toujours aussi, c'est important pour les jeunes et même les moins jeunes, avoir toujours un objectif pour donner du sens aussi quand les jours sont un peu plus durs que d'autres. Et justement, puisque vous parlez de Vancouver, c'était en 2010, vous aviez alors 15 ans. Racontez-nous, Vancouver, les premiers Jeux pour vous. Alors les Jeux, c'est quelque chose dans la carrière d'un athlète. On en parle beaucoup. Du coup, comme on en parle beaucoup, il y a beaucoup de pression autour de ces événements-là. Et encore un petit peu plus sur le milieu paralympique, parce qu'en fait, nous, on évolue quand même dans un circuit le reste des années
très intimiste, où il y a peu de médias, où il y a peu de public. Et en fait, là, on débarque au jeu et tout est gigantesque. On a une caméra qui nous fixe à moins d'1 mètre au départ. On a des énormes tribunes qui sont pleines à l'arrivée. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment d'événements pour se préparer en amont de tout ça. Donc, il faut essayer de se préparer au maximum, se servir des expériences et des autres. Et puis arriver là-bas prêt. Et ça, c'est tout ce que j'ai pas fait avant Vancouver. Et c'est tout ce que j'ai dit. Il faudrait que je fasse pour 2014 parce qu'en fait, Vancouver, moi, je suis arrivée, j'étais toute jeune et je crois que j'avais vraiment envie de profiter de cette expérience aussi. Et je me suis un peu brûlé les ailes, ouais. Ouais. Alors ça veut dire quoi, brûler les ailes, pour ceux qui peut-être n'ont pas forcément suivi Vancouver 2010? Alors, se brûler les ailes, c'est faire 2 quatrièmes places. Alors qu'on vous attendait ailleurs, voilà, au-dessus. Donc, j'avais gagné quelques Coupes du Monde, notamment en slalom, cette année-là. Et 2 quatrièmes places, c'est dur, parce que c'est très, très frustrant. Tu es à 2 doigts, du coup, de ce rêve de podium. Je n'avais pas d'objectif de victoire en 2010. J'étais encore vraiment très jeune dans le milieu. Donc voilà, mais il y avait un podium qui était quand même quelque chose d'atteignable. Et donc, 2 quatrièmes places, ouais, c'est douloureux, mais ça fait réfléchir, du coup. Et je pense que voilà, se brûler les ailes, c'est mettre la charrue avant les bœufs, quoi, de mettre des objectifs, de se voir avec la médaille autour du cou sans forcément mettre en place ce qu'il faut pour l'atteindre. Donc en fait, c'est de la construction. Et je crois que c'est ce que j'ai pas pris le temps de faire pour Vancouver. J'y suis allée un petit peu trop franchement et peut-être un petit peu trop en confiance aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris derrière. Du coup, pour traiter cette surconfiance, en fait, de construire étape par étape, de valider certaines compétences, de valider donc certaines étapes, comme je l'ai dit, mais en Coupe du Monde, des mises en place de routines. Alors, pas de routines qui t'enferment non plus, mais voilà, des petites choses qui te permettent de valider certains acquis et qui te permettent du coup de construire là-dessus ensuite pour aller chercher les médailles. Et effectivement, ça n'a pas été fait. Viser haut, oui, mais bien sûr, il faut se préparer. Alors, comment on se relève d'une telle déception ? Eh ben, en échangeant encore une fois beaucoup avec les entraîneurs. On a pris des décisions assez importantes à ce moment-là. Et puis en fait, j'étais toute jeune. Donc il y avait aussi toute cette construction physique à mettre en place. Donc effectivement, il y avait encore ce pôle France qui était là en arrière et qui m'a beaucoup aidé à me professionnaliser, à prendre en main mon projet en fait aussi. Et puis vraiment du coup à prendre conscience de l'importance de la préparation physique, à la connaissance aussi de son corps. Je pense que c'était aussi très important d'apprendre à repérer certains signes de fatigue, certains moments où tu sais que tu es en pleine capacité ou les moments où il faut lever le pied un petit peu à l'entraînement pour pas aller jusqu'à la blessure. Donc en fait, pendant ces 4 années-là, j'ai appris... alors c'est drôle parce qu'il y a un coach qui m'entendrait dire ça. Il dit voilà, je te l'ai toujours dit, de s'écouter. Ça vaut aussi pour vous. Ouais, je crois qu'il y a pas mal de coachs qui nous reprochent des fois de nous écouter, mais finalement c'est aussi quelque chose qu'on apprend à faire au cours d'une carrière parce que c'est comme ça qu'on la gère aussi sur du long terme. Et finalement, un projet paralympique, c'est 4 ans. Et 4 ans, c'est à la fois très court et à la fois très long. Et puis, sortie de 2010, je me suis fait appareiller pour la première fois. J'ai eu une prothèse. Et donc, en fait, ça, c'est une décision qu'on a prise d'un commun accord avec le staff technique. Donc, moi, j'ai jamais eu de prothèse de vie. En fait, ce petit doigt qui termine mon agénésie a été plutôt une vraie force pour moi parce qu'il me permet de faire des choses très précises et très délicates. Et en fait, moi, quand on me met une prothèse, je suis presque plus handicapée parce que du coup, j'ai plus ce petit doigt. C'est quelque chose d'assez simple, mais mesdames, vous me comprendrez. Je peux pas m'attacher les cheveux avec une prothèse, par exemple. Ah oui, c'est des choses toutes bêtes, mais il y a beaucoup de choses de ma vie de tous les jours que je peux pas faire quand j'ai une prothèse parce que je les ai pas appris de cette façon-là. Et donc, on a quand même décidé de mettre une prothèse parce que du coup, c'est peut-être le moment où là, je vais vous perdre, mais je vais vous parler des catégories en handisport. Donc nous, dans le ski, on a à chaque course, on court donc hommes et femmes sur la même piste le même jour, et il y a 3 podiums par genre. Donc il y a le podium pour les personnes qui sont malvoyantes, un podium pour les personnes qui skient assises et un podium pour les personnes qui skient debout. Et donc moi, je suis dans la catégorie des skieurs debout. Mais donc moi, j'ai une agénésie, une malformation membre supérieur, mais je peux aussi courir avec une personne qui a une amputation du tibia, par exemple. Et donc, en fait, on a des sous-catégories dans ces grandes catégories auxquelles on attribue des coefficients. C'est là où je vous perds. Vous suivez toujours ? Jusque-là, ça allait. Mais...
Et donc, pour pouvoir être classé sur le même podium, eh ben, on a des temps qui sont compensés. Et donc, moi, j'étais en temps réel, j'étais la moins handicapée des handicapés. Donc, le temps que j'avais à l'arrivée, il défilait comme le temps classique. Et par contre, un amputé tibial aura un temps qui défile un petit peu moins vite, qui est compensé par un coefficient. Et donc, dans ma catégorie LW682, là, je vous repère une deuxième fois. Donc, LW682, c'est skieur debout, 2 skis, un bâton, amputation ou agénésie en dessous du coude. Voilà. Fallait cacher les causes. Vous l'avez? On l'a. Et du coup, dans ma catégorie, il y avait des personnes qui avaient une agénésie ou une malformation ou une amputation qui allait jusqu'au poignet, voire les phalanges. Et donc, moi, mon bras est quand même beaucoup plus court. Et donc, ça me permettait de compenser un petit peu ce manquement de cette catégorie. Donc, on me rallongeait un petit peu le bras. On la voit un petit peu sur la photo. Là, j'ai un bras un petit peu plus long et ça l'alourdit un petit peu. Et c'était surtout quelque chose qui m'a facilité l'accès au slalom, notamment pour venir croiser les piquets. Et gagner peut-être un peu plus de vitesse aussi. Voilà, et d'équilibre. Et donc ça a quand même changé toute ma pratique, parce que ça a changé quand même mon schéma corporel. Mais il y a eu des gains plutôt probants, quoi. Plutôt probant, en effet, puisqu'on poursuit sur ce parcours d'excellence, puisque c'est le thème de cette conférence. À 20 ans, vous arrivez donc au JO de Sotchi, vous cumulez... Parler de temps, de gain de temps, messieurs, dames, 4 médailles d'or en descente, en super combiné, en super G et slalom géant. Et vous devenez donc la première athlète française à réaliser un tel palmarès aux Jeux paralympiques. Rien que pour ça, messieurs, dames, je vous demande d'applaudir Marie Baucher. On a compris combien, effectivement, ces 4 ans entre 2010 et 2014 ont été essentiels. Comment on vit ça? C'est un grand écart énorme entre 2010 et 2014. C'est un grand écart pour ceux qui regardent que 2010 et 2014. Mais c'est un grand écart que j'ai fait progressivement. Et en fait, on a reconstruit, comme je disais tout à l'heure, mais étape par étape. Il y a eu des championnats du monde, il y a eu des Coupes du monde et on a travaillé. Et en fait, nous, on ne l'a pas vu venir, mais en fait, on l'a préparé. Et donc, l'année avant les Jeux de 2014, il y avait eu des championnats du monde où j'avais... fait le grand chelem, parce qu'en fait, il y a quand même 5 disciplines. Donc 4, c'est super, mais souvent, on m'a quand même rappelé qu'il en manquait une. Ils sont durs. Mais l'année d'avant, effectivement, il y avait eu les 5, donc c'est sûr que j'arrive à Sotchi avec déjà quand même une petite étiquette de favorite que j'avais pas du tout eue à Vancouver. Mais ouais, sûr. On n'est jamais sûr de rien en sport, mais en tout cas, en pleine conscience de mes capacités. J'avais encore un petit peu des difficultés sur la vitesse, parce que donc, en ski alpin, il y a 5 disciplines. Il y a la descente, le super G, le géant, le slalom, et le super combiné, qui est une discipline hybride, qui reprend une discipline de vitesse et une discipline de technique. Et donc, quand on parle de vitesse, c'est des très grands virages qui vont très vite. On peut aller jusqu'à 120 km/h, un peu plus en fonction des pistes. Et le slalom, qui est vraiment une discipline très instinctive et très explosive. Et ouais, j'arrive à Sotchi en confiance en technique, beaucoup moins en vitesse. Et finalement, je vais chercher le titre sur la descente. Et à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être pas mal de trucs à jouer quand même ici. Et ça a été assez incroyable. Et encore une fois, les Jeux, je les ai vraiment construits jour après jour. En fait, c'est la photo que vous avez là, c'est la photo de la première médaille d'or du podium. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une immense joie. Vraiment, j'étais... Ça se voit. Ouais, mais voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a à la fois un petit sourire, et à la fois, j'étais complètement perdue. C'était complètement vertigineux, parce qu'en fait, dans ces 4 ans, enfin même dans toute cette carrière, en fait, on avait préparé la médaille d'or, mais on n'avait pas préparé l'après-médaille d'or. Mais je crois qu'on ne prépare jamais, en fait, l'après. Et c'est bien aussi, parce qu'en fait, on ne peut pas trop envisager ce que sera l'après tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Mais en fait, sur ce podium, il y avait cette double émotion, quoi. Et j'ai été surprise par ça, en me disant, mais en fait, il y a quoi après? Et je perds un petit peu ce sentiment de sol qui se dérobe sous tes pieds, en disant, mais en fait, on a construit cette médaille, elle est là, et derrière. Et en fait, derrière, il y avait d'autres courses. On a la chance, en ski alpin, d'avoir plusieurs disciplines au jeu et de pouvoir rebondir rapidement. Et en fait... jour après jour. Et donc, en fait, on ne fêtait pas les médailles. On la récupérait, on la posait, on repartait sur la course. Et en fait, une machine un peu quand même. Hein. Ouais, là, c'était un petit peu... Sotchi, c'était le mode machine, vraiment. Avec le recul, c'était... j'étais vraiment dans une bulle et j'avançais un peu comme un char d'assaut, quoi. Et après, évidemment, on a fêté les médailles, mais une fois qu'elles étaient toutes là. Ouais. Championne paralympique, donc... ici sur ces images, et ça se confirme en Corée du Sud,
4 ans plus tard, on ne s'arrête pas à Pyongyang, regardez ces images. Est-ce que là, c'est encore en mode machine à ce moment-là, en 2018 ? Non, en 2018, en fait, c'est assez étonnant parce que souvent, on nous pose la question de savoir quelle est la médaille dans notre carrière. Je ne la poserai pas. Voilà. Du coup, je la pose en amont. Et en fait, c'est très difficile d'en choisir une parce que même sur une Paralympiade, en fait, elles sont toutes construites différemment quand même. Il y a des disciplines, on fait un sport d'extérieur, du coup, on est quand même soumis à des conditions qui évoluent aussi. Et donc, en fait, il n'y a pas de médaille qui se ressemble et il n'y a pas de Paralympiade qui se ressemble. Et en fait, Pyeongchang, du coup, j'arrive quand même avec ce statut de plus que leader encore. Et du coup, il y avait ce besoin de confirmation, quoi. On m'attendait sur la confirmation et sur ce fameux Grand Chelem qui ne sera encore une fois pas là, et c'est pas vraiment grave parce qu'en fait, avec le recul aussi, à chaque fois, la médaille que je rate, c'est la course du milieu, la troisième. Et en fait, je pense que c'est celle aussi qui me permet de me relancer pour aller chercher la troisième et la quatrième. Donc non, en 2018, ça a été différent parce qu'en plus, j'avais le statut de porte-drapeau de la délégation, qui est un statut qui est assez compliqué à gérer parce qu'en France, on aime bien souhaiter du mal. Et du coup, il y avait une petite malédiction du porte-drapeau. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir le chemin qui a été ouvert par Martin Fourcade sur les Jeux olympiques qui précédaient les Jeux paralympiques et qui avait quand même réussi ces Jeux. Donc, ça m'avait quand même apporté un petit peu de légèreté. Mais en fait, j'arrivais à Pyeongchang avec du coup cette étiquette de porte-drapeau, là j'arrive plus à parler, de porte-drapeau, qui m'a permis du coup de vivre aussi ces jeux plus en équipe et un petit peu moins centré sur moi-même et sur mes performances. Et en fait, ça a donné une autre intensité à ces médailles-là. J'étais la première Française à courir sur ces jeux, donc j'ai ouvert le compteur des médailles et j'étais la dernière à courir et donc j'ai fermé le compteur des médailles. La classe. Et en fait, je pensais pas à la première ou la quatrième, je pensais à l'ouverture et à la fermeture du compteur. Et en fait, ça donne quand même une autre approche de la performance. Et sur un sport un peu, complètement individuel qu'est le ski, ça a apporté une petite notion collective et qui rend du coup les partages et les émotions bien plus fortes. Ouais. On continue à parler de ce parcours d'excellence. Et quand on vous entend, Marie, mine de rien, durant toutes ces années, il y a de la souffrance, il y a de l'engagement. Est-ce que finalement, pour avoir un parcours d'excellence, il faut de la souffrance ? Alors, je dirais pas de la souffrance, je pense qu'il y en a forcément. Il y a forcément des moments où il y a des doutes, il y a des blessures, il y a des moments qui sont moins chouettes. Je pense que pour qu'il y ait de l'excellence, il faut qu'il y ait de la passion. Parce qu'en fait, pour passer au-dessus de ces moments-là, ces moments de doute, ces moments de réflexion, parce qu'à partir de 2018, ça a été, là on est en 2025, j'ai arrêté ma carrière l'année dernière, donc il y a quand même eu quelques années de grands questionnements, de grosses réflexions qui n'ont pas forcément été évidents, mais qui ont toujours été guidées par la passion. Et en fait, moi, je suis vraiment une passionnée du ski, de mon sport, et c'est ce qui faisait que si je tombais, je me relevais le matin et j'y retournais. Et je crois que vraiment c'est ma vision des choses, mais pour l'excellence, il faut de la passion parce que la passion permet de prendre certaines décisions. Moi, je ne parle pas du tout de sacrifice. Je ne crois pas que j'ai fait de sacrifice. Même quand je suis rentrée au lycée, ce n'était pas un sacrifice, c'était des choix. Et c'est des choix qui sont guidés par le cœur, quoi. Il y a des athlètes qui disent qu'ils n'aiment pas forcément ce sport-là, mais qu'ils aiment la compétition. Donc en fait, ils sont passionnés par la compétition. Et donc en fait, ils ne sont pas forcément passionnés par leur sport, mais par la compétition. Et je pense qu'il faut être passionné pour exceller quelque part, parce que ça te permet d'accepter quand même pas mal de choses, je crois. Ouais. C'est mon avis. Mais oui, et c'est l'avis, je pense, partagé aujourd'hui dans cette salle, puisque depuis hier, on parle aussi de cette passion en tant que chef d'établissement. Il faut être passionné pour être au quotidien au cœur de vos établissements. On poursuit Pékin 2022, et là, le corps commence à parler, Marie. Tout à l'heure, on disait il faut savoir s'écouter. Ouais. La tête commençait à parler un petit peu depuis 2018. Je me demandais un petit peu à chaque saison. Là, je reprenais vraiment un cycle d'année après année. Jusque-là, je fonctionnais sur un cycle paralympique, donc de 4 ans en 4 ans. Et là, je fonctionnais vraiment d'année en année en me disant est-ce que je continue ? Est-ce que c'est la suite ? Voilà, c'était un petit peu ce questionnement. Donc la tête commençait à parler depuis un petit moment. Je trouvais toujours des bonnes raisons de continuer. Et puis 2022, le corps commence à flancher. Donc j'ai eu la chance immense de ne pas trop me blesser dans ma carrière. Je suis une des rares athlètes de haut niveau, skieuses de haut niveau, à avoir mes ligaments croisés en bonne santé. Je n'ai pas la cicatrice sur les genoux. Donc ça c'est une chance immense. Alors c'est une chance qu'on a quand même travaillé en préparation physique, où on a fait beaucoup de prévention. Mais là en 2022, donc dû au Covid, on a eu des championnats du monde qui ont été décalés sur la même année que les Jeux. Donc ça faisait une grosse année à double
double objectif. Donc on était en championnat du monde en janvier et à l'échauffement, je tombe sur mon épaule et là, je me fais une énorme contusion osseuse. Je ne pouvais plus lever le bras droit, ce qui est peu pratique quand tu en as qu'un qui est valide et fonctionnel. Et en fait, c'est surtout que ça m'a éloigné du coup des tracés et du ski pendant le mois qui précédait les Jeux. Et donc là, ça a vraiment chamboulé tout le planning de préparation, toute la préparation finale qui est quand même hyper importante en amont des Jeux. En plus, on avait une pression énorme vis-à-vis du Covid parce que du coup, on partait en Chine et on passait des tests PCR tous les 2 jours et ça a été très compliqué à gérer. Donc moi, j'avais cette incertitude physique de me dire est-ce que je vais être en capacité de prendre les départs des courses. Et en plus, on avait cette pression du test PCR négatif pour prendre l'avion. Donc ouais, ça a été une année qui a été particulière. Et du coup, j'arrive à Pékin dans des conditions que j'avais jamais vraiment expérimentées, la blessure. Et là, il fallait faire marcher l'expérience, quoi. Donc ça marche très bien en vitesse. C'était vraiment des disciplines d'expérience et donc j'étais plutôt en confiance en vitesse. Par contre en technique ça a été très compliqué parce que c'est des disciplines qui demandent énormément de kilomètres et puis de physique et en fait c'est ce que j'avais pas pu travailler pendant la phase finale et donc voilà, je savais que j'avais toutes mes cartes à jouer sur la descente et le super G et que ça allait être plus compliqué en technique. Et au jeu, il se passe toujours le truc qui ne t'arrive jamais ailleurs que sur ces compétitions-là. Et donc, je pousse au départ de la descente et je perds mon ski à la 3e porte. Ouais, c'était pas les bons JO. Hein. C'était pas les bons JO. Mais c'était des JO qui ont été nécessaires. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y retourne malgré tout dans ces JO? Ce que vous aviez, ça va, vous aviez les médailles suffisantes. Ben, on y retourne parce que moi, je sentais que j'avais pas fini d'écrire l'histoire, d'écrire mon histoire. Et donc effectivement, je pense que j'avais pas écrit la page de la blessure, j'avais pas écrit la page de la perte matérielle. J'ai goûté à la saveur de l'argent aussi aux Jeux de Pékin, et c'était aussi quelque chose de particulier parce que finalement j'avais toujours connu la victoire. Et en fait, moi, les questions que je me suis posées à partir de 2018, c'était qui je suis dans la défaite, est-ce que je suis capable de gérer ça? En fait, c'est pas évident finalement de gagner, mais c'est aussi finalement pas facile aussi de réapprendre à prendre des places d'honneur. Et en fait, je pense que j'allais chercher un peu ces réponses-là, de savoir qui j'étais un peu plus profondément que juste la victoire, parce qu'en fait, c'est assez facile d'être quelqu'un bien quand tu gagnes. mais voilà, ça, c'était pas évident. Et donc, en fait, je crois que ces Jeux de Pékin, ils m'ont amené un petit peu ces réponses-là. Et je suis repartie de Pékin donc, avec une médaille d'argent en Super G et pleine de gratitude parce que j'avais reçu énormément de témoignages de mon milieu sportif, d'autres athlètes, d'autres staffs avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans parce que finalement, on travaille avec notre équipe de France, mais finalement, on se côtoie aussi toute la saison avec les autres délégations. Et en fait, je suis repartie de là-bas, mais vraiment pleine de gratitude parce que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un, même en dehors des médailles, pour certaines personnes, et puis pas pour d'autres. Et donc ça, c'était aussi hyper important de découvrir qui était là que quand tu gagnes, et qui du coup te tourne un petit peu le dos quand tu flanches. Voilà. Donc je pense que ça, c'était aussi important pour la suite de l'histoire. Donc ouais, j'ai décidé que Pékin, c'était mes derniers Jeux, mais je l'avais décidé en amont déjà. Donc je pense qu'il y avait un petit pressentiment, mais je suis rentrée de Pékin en me disant que j'avais vécu le panel des émotions qu'on peut vivre sur une carrière paralympique. Mais j'avais pas quand même mis un terme à ma carrière à ce moment-là. Donc. Non, en tout cas, c'était effectivement quand même une dernière année incroyable des JO. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de dernière année, vous avez voulu en faire un documentaire, Fait chanter la glace. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu faire ce documentaire? C'est fait chanter la neige. Elle fait chanter la neige, pardon. C'est la glace, ça fait un bruit un peu. Non, ouais, c'est plus dur. Fait chanter la neige, pardon. Alors en fait, donc j'avais pas mis un terme à ma carrière, j'avais mis un terme à ma carrière paralympique, mais pas en Coupe du Monde, parce que je voulais faire un dernier tour de piste. Je m'étais toujours interdit, en tout cas, je m'étais toujours dit que je voulais pas terminer sur un événement comme les Jeux, parce que c'est des événements qui sont très intenses et souvent en fait on part des Jeux, on n'a pas vraiment dit au revoir à tout le monde, et donc voilà, je voulais faire un dernier tour de piste un petit peu plus léger, et donc je m'étais dit que je referais une saison, et donc j'avais décidé d'arrêter la saison après Pékin sur les championnats du monde. Et le corps définitivement m'envoyait des signaux en mode je crois qu'il est temps d'arrêter. Et donc je me suis fait opérer d'une hernie discale en décembre cette année-là, qui m'a du coup offert ma première saison blanche, quelque chose encore que je n'avais pas vraiment vécu et qui m'a quand même confirmé qu'il y avait autre chose dans la vie que le ski, et que j'étais aussi bien
j'étais bien aussi sans ski et que je crois qu'il était temps de tourner cette page-là. Donc j'ai réacté une nouvelle fois. Donc ça m'a quand même replongé dans cette réflexion de fin de carrière qui n'est pas évidente pour un athlète parce que en fait, on sait que ça arrive. On sait que quand on est athlète de haut niveau, on ne termine pas sa carrière à 60 ans. Donc voilà, on sait, mais c'est jamais évident de prendre cette décision parce qu'on quitte quelque chose qu'on a toujours connu, qu'on a toujours maîtrisé. Et donc ça m'a replongé un peu dans cette réflexion-là. Et donc je me suis vraiment décidée à faire une dernière saison pour... en fait, que cette dernière saison devait être un cadeau. Et que ça devait être la saison des dernières fois. Et donc j'ai voulu en garder des images. Des images. Et on va justement peut-être regarder le teaser de ce documentaire Fais chanter la neige. Regardez. On avait un check particulier qu'on faisait. Et en fait, l'intensité de ce check, soit il me donnait de l'énergie, soit moi, je me montrais que j'en avais et du coup, je leur en donnais. Enfin, il y avait un espèce de truc hyper intense à ce moment-là. Et puis après, arrivé dans le portillon, il y avait la dernière phrase, c'était « Fais-toi plaisir et fais chanter la neige ». En train de s'envoler, Marie Bochet. Et oui, sur ces Jeux paralympiques de course de médaille d'or, elle est sur une voie royale. Marie Bochet qui réussit le meilleur temps de la deuxième manche. Ouais, c'est bon, paralympique réussi. Relevez le casque, relevez le défi, relevez le visage pour s'emparer de la médaille d'or. Donc je voulais vous faire venir aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai pas été très présente l'hiver dernier. Que voilà, c'était pour refaire un point avec vous. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a donné envie de refaire un dernier tour sur le circuit. C'était les stages avec l'équipe. Quand j'ai fait ces stages avec eux, je me suis dit cette dernière saison, c'est une saison pour vivre des dernières fois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai acté que je refaisais une saison et que ce serait la dernière. Fais chanter la neige. J'ai décidé que ce serait la dernière et je vais en profiter. Comment on vit toute cette dernière fois ? Intensément. Ouais. Mais j'ai fait le choix aussi de l'annoncer. Donc les images que vous voyez en été, c'est chez moi, c'est dans l'alpage de ma famille où j'avais fait venir les médias pour leur annoncer. Et en fait, c'est assez rare pour les athlètes d'annoncer aussi tôt. En général, ils annoncent si c'est sur les derniers Jeux. Mais en général, notamment les skieurs, ils annoncent beaucoup sur des réseaux sociaux, un petit post en fin de saison, j'arrête ma carrière. Et en fait, moi, je me suis dit, mais j'ai vécu quand même 15 années de vie vraiment extraordinaires. Et donc, en fait, il faut les fêter, il faut les honorer. Et donc, j'ai annoncé. Je pense que ça m'obligeait aussi. et ça m'a permis aussi, du coup, de me libérer de cette décision et de vivre cette dernière saison pleinement et assez librement. Alors, je revenais quand même de blessure, donc je ne savais pas du tout où j'allais physiquement. J'avais juste repris un petit peu le ski au mois de juin, mais je sentais que j'étais un peu limitée, que quand même mon dos était douloureux. J'ai mal au dos que quand je suis sur les skis, donc c'est quand même mal fait. mais voilà, je sentais que c'est encore un message. Mais je crois que voilà, j'avais envie d'y aller. Donc on a reconstruit une saison course après course. Je savais pas du tout si j'allais aller au final, si j'allais faire toutes les coupes du monde. On n'avait pas mis d'objectif de classement général. Donc avec les réalisateurs du film, on a avancé un peu au jour le jour, quoi, en disant on suit ces étapes-là, on filme les moments importants. Donc ma famille est revenue sur une compétition parce qu'ils avaient l'habitude de m'accompagner sur les Jeux. Donc ils sont venus sur une Coupe du Monde pour vivre aussi ces derniers moments de partage qui étaient quand même très intenses parce que finalement une carrière de sportif de haut niveau, elle te permet de partager des choses quand même très particulières avec tes proches et puis avec ton entourage sportif et puis les concurrentes aussi parce qu'il y a des athlètes avec qui j'ai fait toute ma carrière, donc c'était quand même assez intéressant. Donc voilà, c'était... Vivre chaque instant pleinement pour cette année incroyable. Au-delà du documentaire, vous avez aussi sorti un livre, Mon petit doigt m'a dit. C'était important aussi de mettre noir sur blanc peut-être cette carrière ?
Ouais, c'est assez rigolo parce que les deux projets n'ont pas du tout la même, sont pas du tout sortis en même temps. Le livre, on a commencé à le rédiger en 2019. Donc ça fait quand même quelques années. Et c'était juste au moment où je commençais justement à me poser un petit peu toutes ces questions. Et c'est la maison d'édition des passionnés de bouquins qui m'a contactée pour me proposer d'écrire ce livre. Et en fait, ça a été vraiment une thérapie parce que ça m'a permis de prendre tout ce recul sur cette carrière, de me rendre compte de tout ce que j'avais vécu. Parce qu'en fait, quand on avance sur des projets comme ça, on est un peu tête dans le guidon, puis on prend pas trop le temps de regarder dans les rétroviseurs ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé. Et donc en fait, ce livre, moi, ça m'a permis de poser tout ça sur papier, de faire aussi le tri de ce que je voulais garder, pas garder de ces moments-là, parce que forcément, en 15 ans, c'est difficile à résumer en quelques pages. Et puis du coup, ça m'a vachement guidée dans ma décision en me disant, je crois qu'en fait, il est temps. Je pense que c'est à ce moment-là, en rédigeant le livre, que je me suis rendu compte de ce panel d'émotions que j'avais vécu, de ces relations que j'avais nouées, des trophées aussi, parce que finalement, j'avais jamais pris le temps de tous les aligner. donc en fait, le livre, il a mis 5 ans à être rédigé et le film en quelques mois, mais c'est deux projets qui sont assez complémentaires. Ouais. Et c'est inspirant parce qu'on n'est pas obligé d'être championne paralympique pour à un moment donné se rendre compte aussi du parcours que l'on fait au quotidien. Ça vaut aussi pour vous, cher chef d'établissement. On va parler de l'après. Un parcours d'excellence, c'est aussi savoir préparer l'avenir après les médailles, justement. Vous en parliez, Marie. Et finalement, les Jeux ne sont jamais très loin, notamment en 2024. Paris 2024, c'est à la maison. Et là, finalement, vous êtes aussi actrice. Oui. Pas sur les pistes, évidemment, puisque ce sont les Jeux d'été. Les Jeux, c'est des événements qui sont particuliers, alors qui sont un peu décriés parfois, mais pour en avoir traversé quand même pas mal d'éditions, alors j'ai pas été gâtée non plus parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'éditions qui pouvaient être controversées, parce que donc moi j'ai vécu Vancouver, puis Sochi, pour ceux qui ont un peu suivi, puis Pyeongchang et Pékin. Donc effectivement, on me demande souvent si j'ai des regrets d'avoir arrêté avant Milan et avant la France 2030, les Alpes 2030. Effectivement, je crois que j'aurais préféré vivre des Jeux en Europe, en tout cas dans des pays dont la culture est le sport d'hiver. Mais c'était ainsi. Et par contre, les Jeux, pour les avoir traversés, je sais aussi ce que ça représente. Alors certes, c'est des événements, c'est des organisations d'événements sportifs, mais pas que. Et je l'ai bien vécu à travers Paris. Donc Paris 2024, en fait, j'ai intégré la commission des athlètes suite à la proposition de Tony Estanguet en 2018. Et en fait, donc, la commission des athlètes travaillait aux côtés du comité d'organisation sur toutes les questions qui étaient en rapport avec l'expérience des athlètes, donc toute leur présence sur les villages, sur les entraînements. Enfin voilà, on était vraiment en réflexion en apportant nos expériences respectives, nos athlètes olympiques, paralympiques, été, hiver. Et j'ai été du coup sur Paris pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques aux côtés de Radio France. Et donc pour reprendre ce que je disais en début de réponse à cette question, les Jeux, c'est aussi un incubateur et qui permet quand même de rassembler beaucoup de moyens humains, financiers, économiques, pour faire changer des choses, pour éduquer. Et nous, sur la notion paralympique et la notion de handicap, j'ai eu des témoignages. Alors, c'est étonnant parce que c'est dans mon entourage très proche, mais de mon petit-neveu qui un jour, je le gardais, donc il a 4 ans. Donc cet enfant, il m'a toujours connu avec mon petit doigt. Et il me regarde et puis il me dit, mais en fait, Tata, t'es handicapée. Et c'était la première fois qu'il posait ce mot-là. Et du coup, je le regarde, je dis, bah oui, effectivement, je suis handicapée. Et là, il me dit, mais en fait, t'es comme Frige. T'es handicapé comme Frige. Mais Frige, tu sais, il a pas de jambes, mais il fait du sport. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas trop capté Frige. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et en fait, il avait étudié les mascottes des Jeux à l'école. Et du coup, pour ce petit garçon de 4 ans, on pouvait être handicapé. Et en fait, c'était pas grave parce qu'on pouvait quand même faire du sport et c'était cool. Et en fait, ce petit garçon, quand même, il grandit avec une tata championne paralympique. Et en fait, c'est quand même Frige qui lui montre ça. Donc, c'est vous dire... Et c'est grâce au chef d'établissement, évidemment. Oui, mais voilà. Mais c'est vous dire l'importance déjà que vous avez à l'école d'éducation sur cette question-là. Et puis, du coup, le pouvoir de l'olympisme et du paralympisme pour déclencher des réflexions comme ça chez des enfants de 4 ans. Et aujourd'hui, cet enfant joue aux handicapés avec son petit frère. Et donc, il pousse son petit frère dans une poussette en disant qu'il est en fauteuil roulant. Non, mais c'est des choses qui sont enfin, voilà, en fait, c'est... Ça fait sourire, mais en tout cas... Ouais, en fait, aujourd'hui, pour eux, c'est banal. C'est banal, c'est banal dans le sens où, en fait, c'est normal, quoi. Et je trouve ça assez merveilleux et je suis heureuse que la génération de mes neveux et nièces ait connu les Jeux à Paris et que ça leur ait permis, du coup, de mettre des mots et puis de vivre ces expériences-là. Ouais. Donc,
Et merci à vous aussi de suivre cette actualité, de permettre aux jeunes d'être sensibilisés au travers de Frige notamment. On va poursuivre parce qu'encore une fois, toujours, les jeux ne seront jamais bien loin, notamment en 2026. Quel sera votre rôle, Marie ? Alors, je serai chef de mission de la délégation paralympique. Ça veut dire quoi ? Grande classe. On vous l'a dit, parcours d'excellence jusqu'au bout. Mais ça veut dire travailler aux côtés de la délégation. Ouais. Donc la délégation, c'est au sens large du terme, c'est les athlètes, c'est les entraîneurs, c'est les staffs, c'est aussi les partenaires, c'est aussi les spectateurs, les familles. Et en fait, c'est vous permettre, du coup, parce que vous pouvez être englobé dans cette délégation si vous le souhaitez, de vivre cette expérience paralympique d'hiver à Milan. Donc c'est travailler avec les médias pour qu'ils retransmettent au mieux les disciplines, c'est travailler avec les athlètes pour qu'ils arrivent dans les meilleures conditions possibles, c'est recueillir un maximum d'informations pour que la délégation vive bien et performe à Milan. On a une belle délégation. On a des athlètes qui sont vraiment... on a une petite délégation, on n'est pas très nombreux en sport d'hiver, mais par contre, c'est que des athlètes qui sont très performants et qui peuvent tous aller chercher des podiums sur les Jeux. Donc, bon, la sélection n'est pas encore faite, mais en tout cas, voilà, suivez-les. En plus, c'est assez chouette parce que comme on est une petite délégation, c'est très facile de s'attacher aux athlètes et en tout cas de les reconnaître. Donc rendez-vous en mars 2026 pour suivre cette belle équipe. Ça, c'est noté, 2026. Et puis, on va évoquer aussi 2030 puisque ça a fait partie de l'actualité. Votre nom avait été également évoqué pour porter les JO 2030 aux côtés de Martin Fourcade. C'est finalement Edgar Gros-Piron, médaillé en 92 à Albertville en ski de boss, qui portera le projet. Quoi qu'il arrive, vous serez sans doute aussi présente en 2030, quel que soit le statut. Ouais, c'était un gros projet. On parlait tout à l'heure de la préparation de la fin de carrière. C'était pas quelque chose que j'avais inclus dans mes réflexions parce qu'en fait, ça, j'en étais pas forcément actrice au début. Et en fait, on a été propulsé avec Martin sur la prise de parole devant le CIO, les différentes prises de parole pour porter la voix des athlètes. Et puis, forcément, assez naturellement, on nous a posé la question et on avait du mal à s'en détacher, mais il y avait quand même pas mal de sujets sur lesquels on n'était pas forcément d'accord. Donc on a réussi à faire avancer pas mal de choses. Mais finalement, je pense qu'après 7 mois de longs échanges et de grandes discussions, on n'avait plus forcément la fraîcheur pour remettre l'énergie nécessaire sur l'enclenchement de ce comité d'organisation. Donc on a pris un petit peu de recul. Et donc c'est Edgar qui va porter ce projet, qui a de belles intentions et une belle énergie justement. Et donc je suis en contact avec lui. Évidemment, je ne serai pas très loin. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul après plus de 10 mois d'échanges et de discussions. Je pense que c'est aussi important de laisser les personnes qui ont la bonne énergie au bon moment. Donc effectivement, on ne sera pas loin. Je pense que c'est aussi nos responsabilités. Du coup, je parlais tout à l'heure de mes expériences paralympiques. Je pense que c'est aussi à nous, pays de sport d'hiver et en tout cas qui ont les capacité d'organiser des événements comme ça et de faire changer un peu les schémas, de prendre à cœur ces organisations-là. Et c'est aussi à nous, athlètes, aujourd'hui, d'aider un petit peu à mettre ce coup de pied-là. Pour l'instant, je vais pas vous faire de grandes annonces aujourd'hui sur ce sujet-là parce que je suis plutôt en recul. Je prends un peu de recul pour mieux sauter plus tard, je crois. Voilà. Et des fois, il faut savoir le faire. Voilà, c'est ça, savoir le faire. Allez, on va terminer peut-être avec encore 2 questions. On parlait donc de réussite, une réussite qui a débuté sur les pistes, mais finalement, comment vous voyez la suite de ce parcours ? Certains évoquent une retraite, c'est pas le bon mot, hein. Non, alors là, après presque 365 jours d'expérience, je vais vous parler de reconversion. Parce que ça reste très actif. J'ai 31 ans, donc je suis encore très jeune pour prendre définitivement ma retraite. Pour l'instant, j'ai besoin de toucher à pas mal de choses. Je crois que j'ai aussi besoin de finir de me former. Donc j'ai repris mes études à Sciences Po. Je suis monitrice de ski parce que je suis diplômée. Donc je suis monitrice, j'ai enseigné pendant les vacances. Je crois que j'ai besoin de toucher un peu à beaucoup de sujets avant de me projeter et de me respécialiser. Parce que c'est aussi ça, une carrière d'athlète de haut niveau, c'est être un peu obnubilé par une seule chose dans ta vie, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Donc moi, j'ai besoin de découvrir d'autres choses avant de savoir pourquoi est-ce que je vais me passionner de nouveau. Voilà. Et ça, c'est tout un programme. Peut-être dernière question, puisque le thème était parcours d'excellence. Quel est le secret pour réussir un tel parcours, Marie ? Le Beaufort. Non, je rigole. Elle l'aura placé et les Savoyards sont fiers.
Non, mais c'est une petite blague parce qu'on disait que c'était un produit dopant autorisé, parce qu'on est quand même très surveillé sur le dopage. Et, tout va bien. Et quand ma famille se déplaçait, ils glissaient toujours un petit bout de Beaufort dans le fond des chaussures de ski, dans le fond du sac. Donc on avait quand même toujours du Beaufort à Sochi. Alors à Pékin, si j'avais amené un petit carton de Beaufort à Pékin. J'ai fait manger du Beaufort aux Chinois. La classe. C'était quand même une de mes bonnes victoires. Donc oui, non, ça c'est la petite blague. Mais non, mais je pense que si, parce que finalement dans le Beaufort, il y a plein de choses. Il y a mon entourage, il y a là où j'ai grandi, il y a mes valeurs d'enfance et qu'on m'a transmises. Donc non, je crois que c'est plus large qu'un seul mot. Si j'avais pas rencontré Jean-Michel Berthaud, je pense que tout n'aurait pas commencé comme ça. Il m'aurait pas transmis cette passion pour le sport qui a ensuite été accompagnée par tous les collègues d'équipe que j'ai pu rencontrer et qui ont finalement transformé cette expérience de vie en une grande histoire. Et puis mon entourage, s'ils n'avaient pas été présents mais pas trop comme ils l'ont été et qu'ils ont bien su le faire, je pense que j'aurais pas forcément eu le bon soutien au bon moment dans les moments de doute et d'hésitation. Voilà, les partenaires aussi qui ont été très importants parce que du coup j'ai été une des premières athlètes d'hiver à être professionnelle aussi, donc à pouvoir me consacrer à 100% à ma pratique. Donc ça, c'était aussi très précieux. Donc ouais, non, c'est un ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, j'ai fini ma carrière en faisant une énorme fête le 13 avril 2024, du coup, parce que en fait, j'avais l'impression que j'avais pas vraiment eu le temps de remercier toutes ces personnes. Et puis en fait, on évolue dans des milieux qui sont toujours très différents. Peut-être que vous le vivez aussi, mais on a notre facette professionnelle et notre facette personnel, et puis finalement en fait on a pas mal de relations et on se dit mais en fait ils se sont jamais rencontrés, ils se connaissent pas, et donc en fait on a fait une grosse fête et donc j'ai listé parce qu'il fallait que j'invite les gens et il y avait plus de 600 personnes invitées et tu dis mais en fait ouais, à 15 ans tu construis pas que des médailles, tu construis pas qu'une vitrine où on voit les médailles et les globes, tu construis aussi énormément de relations et ce moment il a été très puissant pour moi et je crois que c'est une des plus belles journées de ma carrière où en fait tout ce monde-là était réuni et on a fêté ensemble ces 15 années d'équipe de France, de victoires, de déception, d'échecs, de réussite. Et ça a été très intense. Donc je pense que le secret, c'est les personnes qui étaient présentes sur cette journée-là. Ouais. Merci beaucoup, Marie Baucher, d'avoir été avec nous. Savoir viser et toucher les étoiles sans oublier d'où on vient, sans oublier tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin. Ça vous parle forcément à vous aussi, chef d'établissement. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Marie Baucher, invitée d'honneur pour ce centenaire du SNEL.